Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Café, oui, le podcast hebdomadaire sur la tech qui vous résume toute l'actualité de la tech en 1 heure, parfois un petit peu plus, mais bon, quand on aime, on va pas mégoter, hein. Bon. Donc on enregistre le 15 février 2022, c'est le numéro 263, je suis Guillaume Bodjaspala, podcasteur technophile rabat-joie, parce que le podcasteur technophile enthousiaste de service habituellement est momentanément absent, il aura plié bagage, comme ça, je sais pas, en tenant des propos confus sur une troisième guerre mondiale imminente. Il a été aperçu retranché à Fort Boyard en train de faire une partie de Pathfinder avec le père Fouras et Passepartout. Bon, vous inquiétez pas, vous retrouverez sa voix suave dès le début de la désescalade, voire dès la semaine prochaine, s'il perd rapidement face au maître du temps. Moi, heureusement, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas seul dans cet épisode toutefois. Je suis accompagné d'un journaliste émérite, incontournable, qu'on ne présente plus mais que je vais représenter un peu quand même. C'est le fer de lance de Frandroid, il a œuvré pour Numérama aussi, pour Lifestyle, c'est Cassim Ketfi. Comment vas-tu, Cassim ? Bonsoir. Alors j'avais très peur au début de la présentation de me dire que mince, je vais devoir jouer l'enthousiasme parce que je suis quand même... moi aussi, je suis de la team un peu rabat-joie. Parfait. Enfin, surtout quand je vois le déroulé de l'émission, c'est... Ouais. C'est l'actu, mon pauvre, nous sommes des esclaves de l'actu, des forçats. Écoute, non, mais bon, en tout cas, j'espère que ça va quand même pas trop mal. Moi, en tout cas, ça va très bien, parce que, et ça va d'ailleurs encore mieux même, depuis que j'ai lu les nouveaux avis sur le podcast, donc sur iTunes et sur Podcast Addict aussi. Parce que oui, il y en a plein aussi sur Podcast Addict. Moi, je suis pas un bourgeois snob comme certains qui se concentrent sur iTunes, tu vois. Moi, je vois... Tu reprends les rênes quand il est pas là, quoi. Exactement. Du coup, lui, c'est les commentaires et les étoiles podcast iTunes. Et moi, forcément, évidemment, c'est Podcast Addict. Et moi, quand je les vois, je me délecte du fait qu'ils soient aussi positifs. Une moyenne de 4.9. Alors, je suis sûr que c'est une erreur d'arrondi parce qu'en fait, c'est 4,999 au moins. Mais bon, c'est que 4.8 sur iTunes. Même que je sois convaincu que ce soit 4.89 en fait, c'est juste qu'ils tronquent, tu vois. Mais bon, merci à tous, vraiment, de laisser des commentaires, c'est toujours un grand plaisir de voir que notre travail est apprécié. C'est évidemment très important pour nous, autant pour la visibilité que pour le moral, bien entendu. Et en plus, les commentaires parfois me poussent à me remettre en question. Par exemple, Manu GG me dit que je trahis le monde du libre en mangeant des Pink Lady. Parce que la Pink Lady, la jazz, écrit-il, sont des pommes qui nécessitent des licences et des royalties. Je savais pas. Voilà. Je ne me souvenais pas que ce fruit si séduisant et pas du tout défendu, soit en même temps si perfide, tu vois. Alors, écoute, dès demain, je vais me mettre à la bonne vieille Gala, et voilà, L-Star, je vais me renseigner aussi sur les Fuji, parce qu'elles sont quand même pas mauvaises, les Fuji. Et bon, Cassim, je peux pas éviter de te poser la question qui brûle les lèvres de tous nos auditeurs en ce moment même, c'est quelle est ta pomme préférée ? Est-ce que je mange des Pink Lady ? Les Galas, je pense. Les Galas, non mais bon, non mais franchement, je pense que la bonne vieille Gala, c'est pas mal. En tout cas, bon, voilà, merci, oui. En même temps, en période de campagne électorale, j'aurais peut-être dû répondre les Golden, qui sont qui est un peu la pomme par défaut. Tu vois, qui fait plaisir à tout le monde. Ah, tu veux dire, ouais, c'est la pomme consensuelle, la Golden, c'est vrai. Mais il faut pas la sous-estimer. Mais bon, écoute, en tous les cas, ouais, je pense qu'on va rester à la Gala. Merci, en tout cas, à Manu GG, merci aussi à Jean Sébi, à Antoine FRD, à XDev, à FabDu31, à SF. Merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires, et bien sûr, évidemment, un immense merci à tous ceux qui participent sur Patreon, car, voilà, Tech Café, c'est un podcast qui est soutenu par ses auditeurs. C'est grâce à votre soutien qu'on est toujours là, donc 1000 merci à tous. Que dire de plus, sinon, est-ce que tu es prêt à commencer, Cassim ? Je pense, oui, qu'on peut commencer au bout de 3 minutes d'épisode. On peut commencer sans autre forme de procès. Allons-y. Et donc, on commence avec une rubrique un petit peu écran de fumée, voilà, des trucs fumeux, complètement fumés, ou des trucs qui se fument. Parce qu'on va parler de boîtes crypto qui investissent dans les médias, de crypto-braquage, de crypto-blanchiment, de contrefaçon NFT, de cannabis, et tout ça en format XXL, parce qu'avec les cryptos, tout est plus gros, ça pourrait être un slogan. On commence autant de douceur et en tranquillité avec les Bored Ape, du Bored Ape Yacht Club, parce que je voudrais pas faire ma Cassandre, mais vous risquez quand même de les voir un petit peu partout dans un avenir proche. Alors, les Bored Apes, que moi je traduirais par les singes blasés, c'est une série d'images de têtes de singes cartoon avec diverses expressions, voilà, tenues, accessoires. Et bon, c'est marrant, Bon, il y en a 10 000 quand même. Alors, ils ont été conçus par un artiste qui s'appelle Seneca, une illustratrice qui a sans doute été aidée par pas mal de monde. Le truc, c'est que chacune de ces images est associée à un NFT sur Ethereum. Donc, c'est l'idée de Gordon Goller et Gargamel, dont l'identité vient d'être dévoilée d'ailleurs. C'est deux trentenaires de Floride. Bon, ils ont une bonne idée, puisque la vente initiale des singes blasés a rapporté $2 millions,
Le concept, c'est que si vous achetez un singe, vous faites partie d'un club aussi, le Bored Ape Yacht Club, et vous avez aussi le droit sur l'image du singe que vous avez, et bien sûr, vous pouvez le revendre. Et c'est là que ça part en couille, puisque les achats-ventes de trucs, de ces machins-là, ont déjà atteint un volume de 2 milliards de dollars. Le Yacht Club porte bien son nom, c'est un truc de millionnaire, c'est donc Eminem, Gwyneth Paltrow, Shaquille O'Neal, Neymar, Paris Hilton, Jimmy Fallon, voilà, les JPEG de singes peuvent se revendre à l'équivalent de centaines de milliers de dollars, juste parce que c'est la hype, man, comme Neymar, tu te rends compte, toi? Donc voilà, tout ça est à la fois organique et aussi quand même pas mal orchestré, parce qu'après tout, les possesseurs de singes blasés ont tout intérêt à ce que d'autres veulent très très fort en acheter. Mais c'est pas tout. Comme vous pouvez utiliser l'image du singe comme bon vous semble, il y a en fait la licence. Vous avez aussi la licence pour vendre des produits physiques avec la tête du singe dessus, quoi. C'est ainsi que le singe blasé numéro 768 se retrouve à devenir le visage de la marque Crypto Gelato de Backpack Boys, qui, comme son nom l'indique absolument pas, bien sûr, c'est du cannabis. En Californie, la vente de cannabis est légale, donc ça c'est pas le problème. Le problème c'est que ça marche en fait, parce que déjà 768 c'est pas le seul à vendre de la bœuf, 6355 aussi et 1836 aussi. Lui cherche des partenaires par contre qui collent avec son image positive. Et oui, les singes en JPEG vendus à NFT sont à passe de devenir des emblèmes les emblèmes de l'herbe déjà, les ambassadeurs de la weed. Et je sais pas quand est-ce qu'on a basculé, quand les vraies news sont devenues impossibles à différencier des articles du Gorafi ou de The Onion. Le pire du tout, c'est que du coup, on pourrait retrouver des singes blasés ailleurs. Ils sont des milliers, ils pourraient en venir partout, sans compter les innombrables autres collections algorithmiques, souvent hideuses, comme les CryptoPunks, les Fluxers, les Solana Zombie Business, les Astro Babies, les Crypto Idols, qui d'ailleurs existent en version 100 ou en version Q. Et il y en a bien entendu 6969. J'invente rien, tout ça est sous CoinMarketCap si vous voulez aller voir. Heureusement, les acheteurs de NFT n'ont pas souvent les droits sur l'image. Mais quand même, Cassim, est-ce que c'est pas juste terrifiant cette perspective? Ou alors, je sais pas, Frandroid va peut-être acheter un singe pour son branding? C'est pas prévu. Peut-être, tu sais, du coup, j'ai l'impression... Enfin, moi, ça me rappelle toutes ces images moches, parce que bon, globalement, c'est pas trop... je suis pas trop fan de l'esthétique. C'est très souvent fantastique. Ça me rappelle énormément les générateurs d'Avatar des années 2000, vraiment avec il y en a, tout le monde utilisait le même qui était pas Bitmoji, mais je sais plus comment il s'appelait, où tout le monde avait à peu près le même avatar fait sur le même générateur. T'avais aussi des générateurs avec un peu qui reprenaient le design des Simpsons. Ça rappelle un peu ça, sauf que là c'est la version pour millionnaires qui s'échangent globalement des images du coup, et des droits dessus entre personnes qui ont peut-être un petit peu trop d'argent. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à voir si on pourrait pas faire un meilleur usage que eux de leur argent, parce que bon, globalement, moi ça me permet surtout de voir dans la liste quels sont les acteurs ou les actrices ou les célébrités dans lesquelles j'ai moins envie, en tout cas, de me projeter, quoi, on va dire. Oui. C'est un peu c'est une contre-publicité, quoi. C'est un peu quand il y a des stars qui se font interviewer, tu vois, elles dérapent entre guillemets. Tu peux la rayer de ta liste en disant bon dommage, du coup tu croises les doigts pour que d'autres stars se fassent pas interviewer. Là c'est un peu pareil, tu les vois petit à petit remplacer leur avatar sur Twitter ou sur les réseaux sociaux par un avatar de singe ou d'un des autres, mais souvent c'est les singes du coup. Et j'arrive pas à savoir dans quelle mesure. Disons j'ai l'impression qu'il y a trois profils. Il y a les start-upers qui veulent se faire plein de thunes en faisant du buzz sur un truc qui technologiquement en termes de plus-value est pas forcément incroyablement convaincant. Et il y a tout ce qui est blanchiment, réseau souterrain, etc., qui essaie de profiter des NFT, de l'art, de l'art virtuel comme ça pour essayer de blanchir de l'argent. Et j'ai l'impression qu'il y a les célébrités, elles sont plus presque victimes du truc. L'autre analogie qu'on pourrait faire, c'est un peu les célébrités qui faisaient des pubs pour des systèmes pyramidaux, tu vois. Moi ça me fait un peu penser à ça, genre j'ai acheté ce super produit amincissant à 10 personnes, mais 10 fans on les ont achetés, ils doivent maintenant en vendre 200 chacun. Bref, j'ai l'impression qu'ils sont presque plus victimes qu'autre chose, mais en même temps ils en font aussi la promotion, donc bref, c'est un peu triste.
J'ai du mal à croire que Gwen. Mais tu vois, Gwen Paltrow, par exemple, c'est un excellent exemple. C'est une personne qui, du coup, donc c'est la. Si vous voyez pas qui c'est notamment une actrice du MCU. C'est la femme de Iron Man. Notamment, moi je l'ai vu aussi dans Glee, bref, en tout cas, c'est plus pour revenir au propos. En dehors de acheter des NFT, c'est aussi une femme qui a fait une série sur Netflix sur Goop. ouais, sur un peu comment dire, la pseudo-science, quoi, en gros. Oui, moi c'était carrément. Enfin, non, mais Goop, c'était au-delà de la pseudo-science. Goop, c'était carrément dangereux en fait. Oui, Genre, voilà. donner des conseils santé qui étaient carrément mauvais pour la santé. Voilà. Enfin, c'était n'importe quoi. Voilà. C'était honteux. Et du coup, bref, j'ai l'impression que du coup, finalement, alors, j'ai l'impression qu'on est exactement dans le même contexte, quoi. C'est de la pseudo-technologie, en fait. C'est plus de la pseudo-science, là, mais c'est de la pseudo-technologie. Et alors, on fait la promotion, quoi. Après, les NFT, le truc, c'est que c'est hyper tendance. Si tu veux, tout le monde en parle. C'est le truc à la mode. Et tu vois, comme c'est des gens qui sont quand même énormément dans l'image est excessivement importante dans leur boulot, tout ça. Oui. C'est vrai qu'ils sont obligés d'avoir cette image de hype presque avant-gardiste, tu vois. Sinon, ils ont peur de passer pour des has-been, quoi, tout simplement. Donc, bah voilà, il y a un truc à la mode qui passe. Bon, bah voilà. Ça, si tu veux... Ça, je pense que c'est la meilleure explication pour l'autre, la star de... le présentateur du Night Jimmy Show. Fallon. Oui, merci, voilà, Jimmy Fallon, qui veut toujours être un peu comme notre Yann Barthès en France, c'est un peu le côté, il faut toujours être jeune et branché et au courant des dernières technologies, quoi, en gros. Oui, c'est exactement. Alors ouais, je pense que c'est exactement ça pour pas mal de monde, quoi. Alors c'est vrai que les NFT sont hyper populaires. Ils sont tellement populaires en fait que c'est officiel. Ça y est, la contrefaçon est devenue hors de contrôle. Faut dire que c'est tentant, hein, parce que de pouvoir se faire du pognon rapide avec Google Images, c'est pas tous les jours. Hein. Il suffit d'avoir un compte, d'avoir un compte NFT, d'avoir un compte sur OpenSea par exemple, voilà, et puis d'uploader une image et de la mettre en vente en lazy minting. Ce qui veut dire que le NFT est associé à l'image, mais il n'est pas minté tout de suite en fait, donc il n'existe pas vraiment, il est latent. Il sera écrit dans la blockchain uniquement au moment de l'achat, et c'est l'acheteur qui paiera pour les frais. Donc du coup, pour celui qui met en vente, ça coûte rien et ça peut rapporter gros. Donc autant le faire, et le faire plein de fois, genre des dizaines de milliers de fois. Parce que dans le cas par exemple d'Aya Trier, qui a découvert une de ses créations, c'était une image un petit peu façon Van Gogh, comme ça, elle avait été mise en vente à NFT pas moins de 86 000 fois. C'est-à-dire 86 000 NFT différents sur la même œuvre, donc c'est loin d'être la seule dans ce cas-là, hein. Les artistes contre-attaquent, mais l'ampleur du phénomène de copie, de contrefaçon, de plagiat, je sais même pas comment on pourrait dire, c'est si important qu'ils se sentent parfois bien seuls, parce qu'OpenSea est très lent à la détente, il met parfois des jours à réagir quand il réagit, et il est pourtant bien conscient du problème, hein, puisque je le disais la semaine dernière, il me semble, 80% des lazy minting concernent des images volées, c'est OpenSea qui le dit. Il voulait d'ailleurs, à cause de ça, limiter le nombre de lazy minting à je sais pas, 50 je crois, mais il a fait marche arrière devant le mécontentement des utilisateurs. Bon, c'est à tel point que la plateforme NFT Cent stoppe le gros de ses activités temporairement à cause de la prolifération hors de contrôle des plagiats. Alors Cent, c'est moins connu qu'OpenSea, mais enfin c'est quand même là que Jack Dorsey a vendu son premier tweet, pour 2,9 millions de dollars, hein, souvenez-vous. C'est cher le caractère. Bon, Cent en fait en a eu assez de jouer au tap-top avec les copies, donc OpenSea devra sans doute opérer de gros changements aussi, parce que pour le moment, un artiste plagié des centaines de fois, par exemple, il doit demander de virer les plagiats un par un. Alors les artistes s'organisent, il y a NFT Theft, un collectif qui documente la quantité de fraude. Il y a DeviantArt qui a créé une petite reconnaissance d'images qui envoie des notifs si un NFT est trouvé frauduleux. C'est mieux que rien, hein. D'ailleurs DeviantArt a travaillé avec OpenSea sur l'outil, mais c'est pas suffisant. Il y a Liam Sharp, l'artiste de comics, qui a dû fermer son compte devant le nombre de copies et l'obligation de les signaler une par une. Et du coup, il y en a même qui les chassent plus. Il y a John Nymester et R.J. Palmer qui arrêtent de chasser les plagiats NFT. En fait, ils les documentent pour lancer une class action. Donc, les acheteurs, évidemment, pourraient aussi être plus vigilants, mais c'est quand même pas forcément simple, évidemment, de mener l'enquête. On a l'impression que les plateformes vont devoir réagir beaucoup plus vite et plus fort. Donc, il y a Rarible, par exemple, qui a implémenté un système de modération humaine. Et ouais, c'est incroyable, hein, on remet des sacs à viande dans l'équation. Ça marche pas trop mal, la réduction des fraudes, c'est 10 fois moins de fraude, c'est pas si mal. Et bon voilà, OpenSea actuellement c'est le Far West, les NFT c'est devenu un moyen de voler les artistes. Alors que, il faut quand même se souvenir qu'au début c'était un moyen, soi-disant, de leur rendre le pouvoir, c'est la promesse initiale. Hein. Donc, pour le moment, le Web3 en liberté part en couille.
Et du coup, il y a besoin de plateformes, de modération, de règles, voire même d'humains. C'est incroyable. Hein. Je sais pas, toi, Cassim, quel est ton sentiment sur tout ça, sur le Web3 même? Enfin, t'as déjà un peu tout dit, mais déjà sur l'histoire des contrefaçons, ça me fait penser à un cas très français qui est celui de Boulet. Je sais pas si tu avais vu passer cet échange, le dessinateur de bande dessinée Boulet, qui avait reçu en DM il y a à peine une semaine quelqu'un qui lui demandait s'il pouvait se servir du Boulet Maton pour créer des NFT. Alors le Boulet Maton, justement, c'était une application et un site web qui était co-développé avec Cake, je crois, de mémoire, qui permettait justement de générer des avatars, enfin générer des images dessinées entre guillemets par Boulet, en tout cas dans son style. Et donc la personne voulait gérer, alors je sais pas si elle était vraiment sérieuse, mais elle voulait utiliser donc le service pour créer littéralement des NFT de dessins qui en fait appartiennent à Boulet, quoi, du coup. Et bon, ils ont été obligés de mettre à jour l'application pour dire que cette application n'a pas vocation à créer des NFT. Merci de ne pas l'utiliser pour ça et de réfléchir sérieusement à vos choix de vie si on en avait l'intention. Donc voilà, ça a le mérite d'être plus explicite, quoi. Mais bon, ça montre bien. Enfin, pour que ça arrive même. Bon, après Boulet, c'est quand même un dessinateur connu, mais je veux dire, euh, oui, c'est un problème vraiment rampant et qui est en train d'empirer. Donc oui, évidemment que moi je suis plutôt du côté de la modération, même dans les cas dans les débats sur la liberté d'expression, je suis plutôt de ceux qui crient pas au loup quand Twitter supprime des comptes ou des tweets. Donc là, enfin, je suis encore plus pour la modération dans le cas des NFT et du Web 3. Le Web 3 en lui-même, pour l'instant, ça me paraît toujours quelque chose d'assez nébuleux et un peu. C'est le mot un peu comme le métavers, c'est le mot dans lequel on veut mettre beaucoup d'investissement et dans lequel on réfléchit pas trop à la définition, quoi. Ouais, c'est... Non, mais t'as raison que c'est encore nébuleux et puis c'est encore embryonnaire, hein, le Web3, en tout cas tel que certains en ont la vision, le futur. Je précise que c'est pas la première fois qu'on nous vend un Web 3.0, c'est pas du tout la première fois, ça a déjà été plusieurs fois. On en a déjà que le Web 2.0, c'était un peu aussi une petite fumisterie à l'époque. Ça a été... il y a eu plusieurs tentatives à travers les années de se dire ça c'est le Web 3.0. Les chatbots devaient être le Web 3.0 à un moment. Donc, ouais. À un moment, le Web 3 c'était le Web 3 du web sémantique. Oui. C'était ça qu'on disait être le Web 3. Puis après, c'est vrai qu'il y a eu les chatbots qui étaient un peu dans cette mouvance-là, tout à fait, où voilà, tu pouvais discuter avec ton PC, quoi. Et là, le Web 3, c'est le web de la décentralisation qui est censé résoudre tous les problèmes de concentration des pouvoirs. Pas si vite, hein. C'est-à-dire la concentration des pouvoirs, ça dépend de quoi on parle et ça dépend si les pouvoirs sont peut-être juste déplacés, faut voir. Et après, c'est... Oui, vas-y. Si je pouvais me lancer dans une très très mauvaise analogie, je vous préviens, j'ai l'impression qu'on parle un peu de l'utopie communiste où ok, il y a ce futur super brillant où on sera complètement décentralisé, on sera libre de toutes les plateformes et tout ça. Mais en attendant, on est obligé de mettre toute l'autorité, on va la donner à une ou deux plateformes. Et promis, après ce sera décentralisé. Hein, mais d'abord, on va passer par OpenSea et compagnie. Donc là aussi, j'ai l'impression que du coup, tu vois, on va être heurté à une sorte d'utopie qui se réalisera jamais, quoi. Moi, si tu veux, la manière dont je le vois, c'est que le Web3, ça peut être, il peut y avoir des côtés cool, hein, c'est pas ça le souci, mais d'une part, effectivement, la déconcentration des pouvoirs, c'est quelque chose d'assez compliqué, et donc techniquement, c'est pas parce que quelque chose est décentralisé au niveau du protocole que y a une décentralisation réelle au niveau des pouvoirs. Ça, c'est deux choses différentes, donc ça peut être le cas ou pas. Et d'autre part, si tu veux, il y aura toujours des humains dans l'équation. Donc si tu veux, oui, la décentralisation, elle peut être vraie au niveau purement software, au niveau purement machine. Mais après, quand tu mets des humains dans l'équation, il faut toujours prendre ça en compte. Et donc, oui, ça risque de poser des soucis. Alors, de toute façon, évidemment, on le voit déjà avec les NFT, Contrefei et compagnie. C'est un peu aussi pareil avec les cryptos, où tu es ton propre banquier, et voilà, et où, bon, il y a aussi des points de faiblesse, si tu veux, qui sont assez nombreux, parce qu'on vire les banques de l'équation, mais évidemment, il y a quand même des plateformes, il y a quand même des bourses, il y a des points de faiblesse.
Si on continue d'ailleurs dans la crypto-déconnade avec le sujet suivant, qui est à la fois complètement hallucinant et très intéressant en ce qui concerne aussi l'anonymat, entre guillemets, des cryptos. Parce qu'on a l'habitude de penser que les cryptos sont anonymes, et c'est vrai, dans le sens où ton nom et ton prénom ne sont pas écrits dans la blockchain, c'est vrai. Par contre, ton numéro de portefeuille, évidemment, lui, il y est, et c'est ton identifiant, il y a un identifiant imbitable, voilà. Et la blockchain étant ce qu'elle est, tout y est public et traçable, en tout cas pour Bitcoin. Et pour beaucoup d'autres cryptos aussi, et c'est la raison d'être d'ailleurs de certaines monnaies comme Monero, Zcash ou Dash, qui ont pour but de rendre les transactions intraçables. Et pourtant, l'histoire suivante prouve que c'est pas si simple. Alors, c'est l'histoire d'un start-upper et d'une rappeuse YouTube pigiste occasionnelle chez Forbes, qui ont tenté de blanchir 4,5 milliards de dollars, fruit de leur probable braquage chez Bitfinex il y a 6 ans. Dit comme ça a l'air complètement what the fuck, et d'ailleurs ça l'est suffisamment pour que Netflix commande un documentaire sur donc Ilya Liechtenstein, comme le pays, et Heather Morgan, alias Russell Khan, alias le crocodile de Wall Street, donc sa femme, donc, qui fait du rap. D'ailleurs, si vous avez quelques minutes à perdre, allez voir les vidéos, c'est cadeau. Je sais pas si t'as vu ça, elle est intense quand même. Non, je l'ai pas, je l'ai pas vu. Écoute, tu pourras regarder quelques clips. C'est intense. Et donc, ce crocodile, donc, voilà, donc 4 milliards de butins pour le crocodile et son mari. En fait, il y a 6 ans, le Bitcoin était autour de 550 dollars. Et donc, les 120 000 Bitcoins qui ont été volés valaient déjà dans les 70 millions de dollars. C'était déjà beaucoup. Ça a littéralement explosé avec les années, puisqu'encore aujourd'hui, même après la baffe du mois de novembre, il y a été encore plus de 37 000 euros le Bitcoin. Alors, à l'époque, le Bitcoin avait même dégringolé à l'époque du braquage, parce que Bitfinex a été hacké, et c'était un gros coup. Et donc, l'IRSCI, c'est la Internal Revenue Service Crime Investigation, comme dans les films. Donc elle s'est mise sur le coup, et évidemment... Alors, officiellement, le couple n'est pas accusé de vol, mais seulement de blanchiment, pour le moment. Bon, ils ont le bénéfice du doute, mais très honnêtement, il y a des comportements assez rigolos. Enfin, je veux dire, chez le couple, ils ont quand même retrouvé des burner phones, ils ont retrouvé des livres évidés. Le mec a un passeport russe, ils ont des comptes en Russie et en Ukraine. Et il y a l'histoire du chat aussi. Parce qu'ils ont un chat et ils ont demandé à aller le chercher. Et donc, Russell Khan, la femme, elle est allée chercher le chat dans la chambre, soi-disant qu'il était sous le lit, et en fait, on l'a trouvé en train d'essayer de virer des trucs sur son téléphone mobile, on a dû lui arracher le portable des mains. Bon, il s'est passé quelque chose, voilà. Mais bon, en tous les cas, comment ils ont fait? Parce que blanchir du pognon, il faut être subtil. Donc ils ont éclaté la somme dans plein de portefeuilles différents, ils les ont fait sauter d'une blockchain à l'autre, ils ont acheté des Ethers, puis des je sais pas quoi, puis des Bitcoins, etc. Mais ils ont même acheté du Monero avec, d'ailleurs, des monnaies donc qui sont faites pour être opaques. Donc ils sont passés par un mélangeur professionnel, donc c'est un service, souvent c'est sur le dark web quand même, qui mélange les coins, donc en fait ils mélangent les pièces de plein de gens comme ça, et en sortie ils te les redonnent mais c'est pas les tiennes, donc c'est pas traçable en fait. Et tout ça, Ilya et Heather, ils l'ont fait. Ils sont passés par Alphabet, en fait, un blanchisseur notoire du dark web, et pourtant... C'est pas Alphabet, c'est pas... Ah non, Alphabet, évidemment, mais c'est fait exprès, bien sûr. Oui. Donc c'est Alphabet, B-A-Y, c'est un blanc, il faisait de la blanchisserie, donc de crypto. Et en fait, si les enquêteurs ont réussi à remonter la piste d'Ilya Heather, c'est parce que, très probablement... Alphabet, son administrateur a été arrêté en Ukraine, en Lituanie. Non, il s'est fait arrêter en Lituanie. Et ses serveurs ont été saisis. Donc c'est peut-être comme ça qu'ils ont réussi à suivre les fonds à travers la lessiveuse. Et en fait, ils ont suivi les fonds, ils ont retracé comme ça leur itinéraire jusqu'à un portefeuille cloud qui leur appartenait. Et c'est ça leur erreur fatale d'ailleurs. Et pour Monero, comment ils ont fait? Parce qu'ils ont aussi acheté des Monero, donc comment ils ont fait? Et l'IRS le dit pas. Donc soit ils ont des techniques qu'ils gardent pour eux, soit le portefeuille cloud contenait d'autres infos intéressantes. Donc, mais on sait qu'il y a des techniques. Par exemple, Chain Analysis, donc ils vendent d'ailleurs ces services à l'IRS, possède des méthodes statistiques pour retracer le Monero dans 65% des cas. Et avec des infos partielles dans les 20 autres %. Donc quoi qu'il en soit, ça illustre quand même le niveau de sophistication qu'ont atteint les cyber-enquêteurs, qui peuvent atteindre s'ils mettent les moyens. Donc, ça pourrait devenir de plus en plus difficile de dépenser des cryptos volés ou des butins de ransomware, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, ça dépend du point de vue, mais... Et bon, ça écorne peut-être un peu l'image aussi d'intraçabilité, d'anonymat des cryptos, tu trouves pas? Oui, c'est sûr. Et oui, l'IRS, en gros, c'est le fisc américain, en fait. Oui, tout à fait, j'ai pas dit. Et oui, carrément, ça remet pas mal de choses en cause. Et du coup, ça a souvent et comme pour effet de faire baisser les cours, du coup, des cryptos en général quand il y a ce genre de gros coups.
Alors déjà parce qu'il y a forcément il y a de la saisie, mais aussi parce que justement il y a des gens qui sont moins intéressés du coup par l'utilisation des crypto-monnaies quand ils voient que c'est pas si protecteur que ça pour leurs affaires, on va dire, pour rester gentil. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, du coup 3,6 milliards de dollars c'est dommage. Ils étaient à ça de pouvoir acheter Bungie du coup. C'est vrai, ils auraient pu acheter Bungie. Ça aurait été C'est bien, bon. ça aurait été bien blanchi. En une seule action, quoi. Peut-être que c'est comme ça que Sony non, je plaisante. Je plaisante. Sony sera derrière le hack de Bitfinex. Donc, mais c'est marrant parce qu'effectivement on les a un peu tournés en ridicule au début parce que les abrutis ils avaient un portefeuille cloud, c'est quand même une vulnérabilité énorme, mais en réalité ils ont quand même essayé de faire les choses bien, quoi, tu vois. Ils ont pas, ils se sont quand même vraiment fait chier pour essayer de faire en sorte que ce soit pas traçable, et quand même, donc c'est assez marrant. Écoute, on conclut cette rubrique crypto avec un truc que je trouve assez significatif aussi, c'est le gros investissement dans Forbes qui a été fait par Binance, qui est la plus grosse bourse crypto-monnaie du monde. Alors Forbes, c'est un journal ancien, c'est un journal évidemment américain, c'est bien capitaliste comme il faut, et qui aujourd'hui encore jouit d'une image de prestige. Parfois rien usurpé parce que Forbes est plus vraiment totalement ce qu'il a été. C'est-à-dire que Forbes, je lui reprocherais un peu la même chose finalement qu'à un Mediapart en France. Et je vais finir cette analogie, vous inquiétez pas, sur le fait que Forbes laisse vachement son nom à des n'importe quel auteur, en gros, entre guillemets, peut venir sur Forbes et écrire quelque chose. Alors c'est pas aussi ouvert qu'un blog, mais en gros, ils laissent vraiment leur plume un peu à n'importe qui. Et des fois, il y a des analyses et des articles qui sont quand même vraiment claqués. On est loin de Bloomberg, par exemple, ou de Fortune, enfin des trucs ou d'autres médias financiers importants aux États-Unis. Forbes, ouais, il y a un peu de tout, quoi. Ouais, tu sais que en fait Forbes fait un peu comme le Huffington Post, sauf qu'il le dit pas, quoi. Enfin, il le dit, tu vois, c'est pas aussi clair que pour le Huffington Post qui a des plumes extérieures. Et du coup, comme tu disais, il y a un peu, un petit peu n'importe qui peut écrire dedans, quasiment. Et donc, Heather Morgan, justement, la braqueuse supposée de Bitfinex, elle a publié pas moins de 47 articles dans Forbes. Par exemple, sur comment se protéger des cybercriminels, ou sur un CEO qui rappe pour soigner son burn-out. Mais en fait, il y a pire que ça, parce que tu peux écrire dans Forbes, tu peux payer quelqu'un pour qu'il écrive dans Forbes du bien de toi, ou qu'il mentionne ton nom ou celui de ta boîte. Il y a un vrai marché pour ça, en fait. Donc il y a même un gars qui avait publié sur Forbes un texte qu'il n'avait pas écrit, qui vantait les qualités de Jeffrey Epstein. Bon. Donc ça peut être un peu dark quand même, certains côtés Forbes. Donc Forbes n'est pas seulement une boîte de pub occulte, on y trouve aussi parfois des bons articles sans doute, et des arnaques pures et simples. Mais bon, voilà, surfait ou pas, Forbes reste un grand nom, et le fait que Binance ait injecté quand même 200 millions dedans, c'est significatif. Alors ça a fait un des plus gros actionnaires du journal, qui rentre en bourse d'ailleurs. Donc clairement Binance achète de l'influence, voilà, tout simplement. Et le PDG s'en cache pas, il dit « Les médias sont un élément essentiel pour propager largement l'éducation et la compréhension donc, du marché des cryptos, SIC », qu'il dit, et justement, c'est là tout l'enjeu. Parce que les cryptos, ces investissements, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Il y a une multiplication impressionnante, en tout cas aux États-Unis, de la pub grand public et gros budget pour le secteur. Alors, je sais pas si t'as vu ces pubs avec Matt Damon pour Crypto.com. Oui, j'ai vu que, j'ai vu qu'il y avait le budget. C'est lunaire. C'est une belle pub léchée. Mais les acheteurs de crypto sont comparés donc à de grands aventuriers, des explorateurs, rien que ça. Bon, Reese Witherspoon, je crois qu'on l'a dit comme ça, mais affirme que les crypto-wallets, les avatars, tout ça vont devenir la norme, qu'il faut se dépêcher et se préparer. Elle dit le métaverse, elle le dit, et imminent. Jimmy Fallon et Paris Hilton font l'article des singes blasés au Tonight Show. Binance a cassé la baraque médiatique et ses propres serveurs d'ailleurs au Super Bowl. Et pendant ce temps-là, Paul Krugman écrit que les cryptos ont des parallèles inquiétants avec les subprimes. Bon, voilà, donc, je sais pas, les pubs pour les cryptos sont assez étranges, parce que normalement, quand tu vends un produit, tu expliques en quoi il est bon, tu vois. Là, la seule chose, finalement, qui te dit, c'est que c'est le futur, et que si tu n'achètes pas, t'es un loser, t'es un has-been. C'est du pur business de FOMO. Donc, et là, on a que le marché crypto commence qui est pété de thunes, évidemment, commence à racheter des médias. Disons que ça peut appeler à la prudence, je sais pas ce que ça t'inspire, toi. Oui, non, mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le parallèle sur les
les affaires pyramidales. J'ai l'impression, enfin, on est vraiment, je trouve qu'on est vraiment dans ce genre de contexte où, et après, faut comprendre qu'on remet pas forcément en cause la base technologique ou la recherche qui peut être faite ou l'intérêt peut-être qu'un jour on trouvera avec des choses liées à ces technologies. Mais c'est plutôt le montage financier et la politique et la finance en fait qui sont venus par-dessus cette base technologique et qui aujourd'hui, enfin voilà, l'utilisent à des fins qui sont pas forcément celles utiles au bien commun, quoi, on va dire, pour rester gentil. Bah, de toute façon, je veux dire, Binance, Binance a, tu sais, la pub Binance, elle a fait cracher les serveurs, ça a été ridiculisé, tout ça, bon, ok. Mais en vrai, ça a été un succès, parce qu'il y a énormément de gens qui sont allés sur Binance, il y a des millions et des millions de connexions, des millions et des millions de gens qui peut-être, donc, voilà, des millions qui vont peut-être être convertis. Et pourquoi ça a si bien marché? C'est parce que le mec filait $15 en Bitcoin, et qu'en plus, tu pouvais participer à une loterie pour gagner 3 millions en Bitcoin. Donc en gros, il donnait des Bitcoins. Mais il donnait des bitcoins, parce que lui, il en a beaucoup, il est milliardaire, hein, le PDG de Binance. Bon, en fait, je veux dire, c'est très... il fait pas par bonté de cœur, hein, ni parce que c'est le futur, ou la technologie est formidable, ou quoi que ce soit. De toute façon, lui, il a une raison très claire et très simple pour le faire, c'est que il a énormément de crypto. Au plus il y a de gens qui vont racheter des cryptos et demander de la crypto, au plus les prix des cryptos vont monter, au plus sa fortune personnelle va augmenter, parce que non seulement lui il a beaucoup de cryptos, mais en plus lui c'est un intermédiaire. Donc ça veut dire que de toute façon il est gagnant quand il y a des transactions en crypto. Donc oui, c'est quand même purement financier. Ça, tu vois, on n'est pas là à vanter les mérites d'une technologie, Oui. on est là à vendre du produit financier, quoi, tout simplement. Bon, enfin, bref. Passons, puisqu'on parle de métaverse, avec Reese Witherspoon, une experte. Voilà, on a parlé de crypto, de NFT, on n'a pas mentionné le terme métaverse, on n'a pas coché toutes les cases d'un podcast technologie de tendance, là, qui se respecte un peu. Bon. Heureusement, il y a Samsung. Alors, la semaine dernière, il avait son événement Unpack, tu vois, où il déballait toute sa galaxie de nouveaux appareils. Parce que 2022, hein, tout simplement, Samsung a aussi tenu un événement dans Decentraland, un des petits bébés candidats métaverse qui ont éclos l'an dernier. Donc Decentraland, c'est un Second Life avec des NFT. Chaque parcelle du monde est achetable et son titre de propriété est gravé en NFT sur Ethereum, parce que balèque la nature, soyons clairs. Bien sûr, les marques se précipitent pour acheter beaucoup trop cher des espaces dedans, voilà, des fois que dans 2 ans ça soit devenu incontournable. Le fait que Decentraland soit la manière la plus énergivore possible de faire tourner un MMO moche sans aucune jouabilité, c'est que très secondaire finalement, pour les marketing des grandes marques, ça c'est pas de problème. Donc Samsung est là. Il a un building dans Decentraland, c'est pas le seul, ça gênera pas non plus ni Nike, ni Adidas, ni Gucci, ni Chanel d'ailleurs pour leur Fashion Week fin mars. Mais passons. Samsung tenait donc un event dans un building de Decentraland qui se joue globalement avec les commandes de FPS mais dans un navigateur, quoi, voilà, avec souris, clavier, ZQSD compagnie, et l'immersion oblige, il fallait aller sur place et interagir en 3D. En vrai, ça veut dire qu'on a exactement les mêmes emmerdes qu'en vrai aussi. C'est-à-dire que l'event Samsung, c'est une sorte de reality crash finalement pour le Metaverse de 2022. Et chez CNBC, on en a fait l'expérience. Les journalistes sont pas forcément familiers de Decentraland déjà, donc ils savent pas trop bien quoi faire ni où aller. Et donc, oui, l'événement, spatialement, il y a tellement de monde en plus que ça lag, on se marche littéralement, du coup, dessus. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu entrer dans le building. Puis quand on y est, la foule ne permet pas de profiter des incroyables modèles 3D low poly proposés par le constructeur, alors que c'est quand même largement au niveau PlayStation 1. Quel dommage. Donc le Metaverse a donc réussi à reproduire de manière plutôt fidèle tout ce qu'on déteste dans les événements réels. Alors, est-ce que t'es tenté par un reportage Sony dans le Metaverse, toi? Alors non, mais c'est pas la... C'est pas la première fois que Samsung un peu tente ce genre de choses. C'est la première fois qu'ils le font dans ce qu'on est censé pouvoir appeler le métavers là. Mais déjà pour des événements précédents côté presse, il y avait déjà des sortes de faux trucs un peu 3D ou un peu façon Street View, quoi, on va dire. Mais sauf que là, effectivement, il n'y avait pas le côté multijoueur, j'ai envie de dire. Là, du coup, il y a le côté, voilà, où tout le monde est les uns sur les autres, et effectivement, ça reproduit pas mal les problèmes du monde physique, ce qui du coup casse complètement. Enfin, il y a aucun intérêt, quoi. Oui, en fait, ça m'a fait réaliser à quel point peut-être le délire autour du métavers vraiment est né du Covid en fait, enfin et des différents confinements et de comment en étant tous à distance, enfin je le savais déjà, mais je trouve ça me l'a vraiment fait percuter
À quel point, voilà, c'est avec les confinements et le télétravail que il y a eu la naissance de l'idée chez certains qu'on avait besoin d'aller tous dans un monde virtuel et d'avoir des avatars dignes de la Wii ou de la PlayStation 3 et je suis gentil je pensais au PlayStation Home de l'époque qui était exactement la même chose. Enfin, en plus voilà, c'est des trucs complètement éculés qu'on a vu et revus en dehors de Second Life. C'est aussi quand on a commencé à avoir des cartes graphiques dans nos PC. Je me souviens très bien et quand Internet a commencé à gagner en débit, je me souviens très bien que il y avait un rêve d'avoir un jour des navigateurs web où tu te baladerais en 3D et où ton site qui était en 2D, bah t'allais le consulter en 2D quand même, mais dans un environnement 3D. Donc t'aurais ton petit bonhomme et t'allais aller devant un écran géant qui affiche le site que tu voulais visiter. Mais enfin voilà, dans une sorte d'environnement en FPS qui n'a aucun intérêt, ce qui fait consommer énormément de ressources à son PC. Et on en est vite revenu, mais il y avait voilà, c'est un peu l'idée de vu qu'on peut, autant essayer de le faire. Et en fait après on se rend compte que ça ne sert à rien, et donc on le fait pas. Et bon le métavers là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette phase de essayons, mais personne n'a réussi pour l'instant à trouver vraiment un usage qui soit réellement convaincant, qui soit réellement convaincant pour ce qui est le concept du métavers tel que Facebook et compagnie veulent te le vendre, alors même que le vrai métavers, pour moi, reste encore et toujours les jeux vidéo multijoueurs, notamment les jeux vidéo massivement multijoueurs, qui se portent très bien. Et eux ont réussi en fait, mais ils ont réussi parce qu'ils trouvent il y a une fonction qui est intéressante, qui est de se retrouver, de discuter, de jouer à un jeu en commun, mais c'est pas, enfin, tu vas pas Une faire ta valeur vie non ajoutée. plus. Oui, voilà. Je veux dire, moi, ce qui me tue effectivement dans ces espèces d'embryons de métavers, c'est que non seulement il n'y a pas de valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait déjà depuis 20 ans, mais il y a une valeur enlevée. C'est-à-dire que Oui, c'est ça. il Oui. y a une forme de rareté artificielle. Enfin, on parle d'univers virtuel, donc il n'y a pas de limite. Par définition, par essence. Et on met de la rareté artificielle dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on enlève, c'est une valeur enlevée. Les métaverses qu'on nous présente, en fait, c'est ce qui se fait déjà, c'est-à-dire dans les jeux massivement multijoueurs depuis toujours, sauf qu'au lieu d'avoir une valeur ajoutée, il y a une valeur enlevée. Je veux dire, et bon, c'était quand même terrible, parce que perso, j'aimerais être mort de rire, moi, en voyant des gens s'extasier sur Decentraland, qui objectivement est en deçà de ce qu'on avait il y a 20 ans en matière de MMO. Je veux dire, c'est plus moche qu'un EverQuest, il est beaucoup moins fluide. Quant à l'aspect décentralisé, c'est bidon. Les NFT, oui, ils sont décentralisés. Le jeu, non. Si demain le jeu ferme, ben voilà, dans Ethereum, oui, il va y avoir les titres de propriété et les assets. Le code source, voilà, pour faire tourner Decentraland, il n'est pas décentralisé, seuls les NFT le sont. Donc j'aimerais être mort de rire, mais tout ça c'est sur Ethereum, ça consomme beaucoup trop de mégawatts pour être drôle, tu vois. Bon. Et puis juste pour insister une dernière fois sur le fait que j'entends beaucoup, dans la presse ou quoi, j'entends beaucoup le métavers, alors que, enfin, ça aussi c'est un fantasme. C'est le fantasme un peu du film le film Ready Player One, où il y aurait une sorte de seul mono produit qui aurait gagné sur tous les autres et dans lequel tout le monde se retrouverait, ce qui est un peu le délire de une dystopie, soyons clairs. Oui, déjà. S'il y a un monopole pareil, c'est une dystopie totale. Oui, bien sûr, mais ce qui est évidemment le rêve de Mark Zuckerberg. Mais oui, c'est déjà bon, évidemment que c'est une dystopie, donc c'est quelque chose de négatif, mais même, c'est complètement irréel. Enfin, on se dirige pas du tout, même si le métavers devenait quelque chose de populaire et demain, là, l'année prochaine, d'un coup, tout le monde veut être entre guillemets dans le métavers. Il y a pas un métavers, il y a des métavers, il y a World of Warcraft, il y a Fortnite, il y a Meta, il y a machin, enfin bref, il y a Decentraland. Il y a aussi l'autre dans lequel Carrefour a investi, là, qui est pas Decentraland, qui est un autre. Un truc comme Voxel, là. Mais oui, mais c'est ça, oui. Mais comment il s'appelle ce truc? Bloc, je sais pas quoi. De toute façon, mais bref, ce qui est marrant, effectivement, comme tu dis, c'est que il y aura forcément plusieurs métavers, il y a forcément plusieurs univers virtuels. Ça n'a pas de sens de penser qu'il y a un seul truc monopolistique. Ah oui, The Sandbox. Et effectivement, si on regarde The Sandbox, qui est donc un métavers, et Decentraland, qui est donc un autre métavers, en réalité, il n'y a aucune interopérabilité entre les deux. C'est deux choses différentes.
Donc, et du coup, Carrefour, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aussi acheter c'est ça. dans Decentraland, en plus d'avoir acheté dans Sandbox. Clairement, c'est ridicule. Il faut qu'ils fassent ça parce qu'évidemment, il y en a peut-être une qui va gagner et bouffer tous les autres. Je sais pas, enfin moi, ça me laisse tout à fait perplexe parce que comme toi, effectivement, si tu veux, bah oui, j'en ai bien conscient que les mémoires PG, maintenant tout le monde y joue, que c'est quelque chose de normal, que c'est quelque chose qui a 20 ans et que ça se passe très bien. Donc bon, bref. Revenons peut-être à l'événement Unpacked de Samsung. On y a vu les Galaxy S22. Oui, pardon, tu voulais dire quelque chose ? Non, vas-y, je te laisse. Oui, donc à Unpacked, on a vu globalement les Galaxy S22, donc les Plus, les Ultra, tout ça. Donc le Ultra qui a un stylet, qui est donc voilà, c'est la ligne qui fait suite au Galaxy Note. Le S22, bon, je sais pas, il est plus mieux meilleur en photo, voilà, avec 3 caméras. Un très grand angle de 12 mégapixels, un grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels, mode HDR amélioré, stabilisation optique aussi, caméra frontale améliorée, CPU 4 nanomètres, voilà, bon, de l'AMOLED 2 fois, rafraîchissement variable, du Gorilla Glass Victus Plus, attention. Bon, des tout beaux téléphones à 800 et 1000 balles, selon que vous preniez le S22 ou le Plus. Si vous entendez peut-être dans ma voix un manque de passion, parce que c'est vrai que les S22 ressemblent quand même pas mal au S21, je sais pas si t'es plus excité que moi. Alors, je vais être un mauvais élève, mais je devrais dire mais vous comprenez pas, c'est incroyable la révolution qu'on est en train de vivre. Allez voir sur Fandroid, vraiment, on a plein d'articles. C'est génial, mais je crois que vous allez comprendre que je suis pas très, pas très, comment dire, honnête dans mon observation. Ouais, non, j'avoue que j'ai du mal à m'enthousiasmer. Alors, le S22 et le S22 Plus, du coup, ouais, c'est vraiment des évolutions très légères et d'une manière générale, les smartphones, j'avoue que j'ai un peu du mal à trouver ça enthousiasmant dans la mesure où c'est que des évolutions ultra mineures. Et puis plus ça va, plus c'est sur 40 minutes de présentation du téléphone, t'avais 30 minutes sur la photo pour dire que la photo elle sera un peu meilleure que sur le modèle précédent dans des conditions très particulières. Tu vas pouvoir filmer un peu mieux la nuit, etc. Quel est le pourcentage vraiment d'utilisateurs qui veut filmer dans la nuit, pour combien de temps? Est-ce que ça vraiment 1200 euros? Enfin voilà. Après, c'est pas pour dire du mal du téléphone dans la mesure où le téléphone, à mon avis, il va être excellent comme chaque année, et surtout on est arrivé à un tel niveau de qualité que honnêtement, je pense que n'importe qui achète un Galaxy S22 sera très content de son achat, peu importe d'où il vient, quoi. Et je trouve que c'est une bonne idée de la part de Samsung d'avoir intégré la gamme Galaxy Note comme ça sur le modèle Ultra, qui du coup a ce design, moi, que j'apprécie un peu plus, qui est le design un peu plus carré de l'écran, un peu, tu vois, avec des bords un peu plus francs, qui est un design que j'apprécie un peu plus. Moi, le stylet, j'en ai pas forcément besoin, mais par contre, voilà, le design, j'apprécie un peu plus. Et c'est celui qui me fait rire parce qu'en plus le module photo à l'arrière, ils ont choisi de ne pas avoir de module photo, justement. Chaque objectif est un peu indépendamment placé à l'arrière du téléphone. Il n'y a pas de bloc. Et du coup, ça fait un petit F et on dirait le logo de Fandroid. Voilà, ça me fait rire. C'est vrai. Ouais. C'est fait pour. Mais totalement, on a fait un partenariat avec Samsung. Bien sûr, on allait voir les designers et tout. On leur a dit voilà, vous faudrait peut-être un petit quelque chose. Vous comprenez, un site français. Non, pas du tout. Et bon, en dehors de la gamme de téléphone, il n'y a pas eu que ça à l'Unpacked. Il y a eu aussi la tablette, je ne sais pas si tu l'as vu, du coup. Oui, la Tab S8, oui. Enfin, les Tab S8 d'ailleurs, qui sont 3 aussi, dont une énorme. Oui, voilà, qui est surtout ça, c'est l'autre qui est complètement énorme. Avec combien 14 voilà, 14 pouces, avec en plus un format 16 dixièmes, qui est un format un peu plus large que les tablettes auxquelles on est habitué. Donc c'est une des plus grandes tablettes du marché. Qui doit être encore plus grande que l'iPad Pro 12 pouces à mon avis, même si l'iPad Pro 12 pouces c'est un format je crois 2 tiers ou 4 tiers peut-être. En tout cas c'est pas du 16/9, donc c'est pour ça que les formats d'écran, attention quand vous parlez des diagonales d'écran, ça c'est pas forcément très représentatif de la taille de l'appareil. Si vous faites une tablette 61/9, si je vous dis qu'elle fait 60 pouces, c'est pas forcément incroyable à cause du ratio. En gros, 14 pouces en 4 tiers, ça fera une beaucoup plus grosse surface que 14 pouces en 16/9 par exemple.
Donc voilà, une bonne enfin après un bon événement. J'ai aussi noté que l'événement en lui-même, la conférence en elle-même, je trouvais ça fou à quel point elle était inspirée d'Apple. Alors du coup là, ça y est, je mets ma casquette Guillaume. Alors tu vois, franchement Apple, c'est là qu'on voit qu'ils sont. Non, j'arrive pas à l'imiter. Mais bref, ils sont leaders, ils sont leaders. Tout le monde fait comme eux après. Non mais blague à part, c'est fou à quel point Apple fait un truc et les autres se sentent obligés de faire pareil. Là, Apple depuis 1 an, 2 ans, depuis le Covid, tu sais, ils sont passés dans ce format un peu plus humoristique et surtout un peu où ils passent le témoin de présentateur à présentateur, où chaque présentateur est devant un fond vert, mais dans une sorte de salle différente et t'as l'impression de visiter le campus, etc. Et c'est devenu ça les nouvelles présentations d'Apple. Et là, la présentation de Samsung, c'était exactement sur ce calque-là. Et même la présentation des features, quand ils te font un récap d'un appareil, c'est exactement la même présentation que les récaps d'Apple. Donc je trouve ça fou. Et Xiaomi, par exemple, fait exactement pareil, a exactement fait la même imitation. Et je trouve ça fou à quel point Apple continue d'être un peu leader en termes d'image. Quand ils font un format, il faut faire le même format, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Écoute, bon, pourquoi pas après. Alors, d'ailleurs, les Galaxy Tab S8 et Plus et Ultra, ça a l'air d'être de très bonnes tablettes aussi. Elles ont le même processeur que les S22. Et en fait, apparemment, elles se vendent déjà très bien puisque Samsung cesse déjà les précommandes après seulement 48 heures. Alors, est-ce que c'est un succès fou et voilà, ils ont plus de stock, ou est-ce que c'est juste des problèmes logistiques et en fait, il n'y a pas énormément de disponibilité, ça, je sais pas. Dans tous les cas. Je me demande dans quelle mesure, comme les puces, c'est les puces de Samsung je sais plus dans les tablettes si c'est la puce de Samsung ou si c'est un Snapdragon. C'est un Gen 1, je crois. Ok. Parce que là, les puces de Samsung, du coup, intègrent le GPU AMD et je me demande dans quelle mesure, en termes de fabrication, ça peut être un peu compliqué de pouvoir un peu approvisionner tout le monde, quoi. Ouais, c'était TSMC qui s'y colle encore, donc effectivement, je sais pas trop. Samsung. Ah non, si. Eh non. Ah bon, écoute, il faudra que je vérifie. En fait, en tout cas, pour l'instant, ouais, je peux pas vous dire si c'est un problème logistique ou pas, mais ça pourrait très bien effectivement être un problème encore d'approvisionnement. Et bon, on parlait d'Apple, voilà, on en parlait. On en parlait la semaine dernière aussi avec les AirTags, qui font polémique autour de la sécurité de leurs usages, parce que certaines personnes les utilisent pour en suivre d'autres un peu facilement à leur insu. Donc Apple veut calmer les esprits avec des nouvelles mesures. Donc les AirTags vont gueuler plus fort et plus vite, et s'ils sont hors de portée de leur iPhone associé, bien sûr, pour prévenir la personne qui est suivie, quitte à le déranger pour rien d'ailleurs, mais bon, mieux vaut ça que permettre à quelqu'un de vous pister. Donc on sait qu'on peut détruire par contre les haut-parleurs d'un AirTag, c'est même devenu un business, et pour pallier à ça, Apple lui-même enverra une notification sur le téléphone. Donc si vous avez un AirTag inconnu près de vous, voilà, vous pourrez... donc vous recevrez cette notification, vous pourrez même utiliser la réalité augmentée pour le retrouver. Alors ça c'est très positif, c'est sûr. Après je vais parler immédiatement de l'éléphant dans la pièce, comme disent les anglophones. Les pauvres prolétaires qui ont un téléphone Android, parce que voilà, si quelqu'un vous piste avec un AirTag trafiqué, Apple ne va pas vous prévenir, vous évidemment, il ne va pas vous envoyer une notification. Alors donc du coup, il reste que l'application Tracker Detect sous Android, qui peut-être un jour sera améliorée, allez savoir. Bon, Apple améliore la sécurité de ses produits, c'est bien, pour les utilisateurs Apple, voilà, c'est sympa. Je rappelle quand même que dans le monde, Android possède 84% du marché des smartphones, et qu'en Europe, on atteint le nombre respectable de 76,6%. Non, mais après. Écoute, ils ont qu'à acheter des iPhones. Ouais, voilà. Après, si on cherche aussi, à un moment. Voilà, c'est tout. Attends, parce que je pense que toi aussi, t'es dans le prolétariat à bulle verte. Ah, malheureusement, tu sais que je suis passé dans la classe supérieure. Tu es passé bulle bleue ? Oui, je suis passé dans la classe supérieure. Ah, t'es bulle bleue ? Ah, tu es dans la classe supérieure. Ah, pardon. Oh là là, pardon. Mon Dieu. Et tu daignes m'adresser la parole. Je suis trop chanceux. C'est depuis que t'es un traître au logiciel libre. C'est vrai. Finalement, je file un mauvais coton. Je reconnais. Écoute, parlons justement des trucs libres, et peut-être pas du logiciel libre, mais des processeurs libres encore plus. Puisque bon, finalement, voilà, effectivement, on parle des AirTags, les AirTags se vendent bien. Apple en produira encore sans doute plein de versions, et il y a des puces dedans, il y a des puces qui se vendent donc par dizaines de millions. Ça fait rêver ou ça rend amer un petit peu. Ça fait rêver, pardon. Enfin, ça fait rêver pour la planète aussi. Ah ben alors évidemment, ça fait du déchet, mais bon, apparemment, tu sais, la planète en ce moment, comment dire, en tech, ça a l'air d'être une préoccupation un peu secondaire. Mais bon, voilà, justement, Intel, qui a raté le coche de la mobilité il y a 10 ans, Intel, donc, il n'a pas pu, au moment où ça explosait, il n'avait pas de technologie disponible pour intégrer dans tes téléphones mobiles, et pas non plus pour des trucs plus petits, des trucs embarqués, comme Internet des objets, etc. Il y a eu des Intel Atom.
dans des smartphones. Oui, il y a eu des Atom, tout à fait, avec des téléphones qui duraient 25 minutes. Non, je suis un petit peu méchant, mais Grand c'est vrai succès. qu'il y a eu des téléphones Atom qui n'ont pas eu énormément de succès parce que justement, ils n'étaient pas incroyablement compétitifs au niveau de l'autonomie et de la puissance. Mais il y en a eu, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, Intel a un peu raté cette révolution quand même, hein, et c'est quand même un marché de milliards de puces qui sont toutes en architecture ARM aujourd'hui. Et ça changera pas de sitôt, donc du coup Intel essaie d'être proactif. Donc en fait, il a une nouvelle stratégie. Donc cette fois, il parie sur une autre architecture de processeur, une autre que la sienne, avec laquelle il n'est pas en concurrence frontale, c'est le RISC-V. Alors le RISC-V, c'est un peu comme ARM, c'est un design, à la fois un design et un langage de puces en fait, qui peuvent être largement personnalisés, modifiés à la demande, et qui sont prévus pour le moment pour être intégrés dans des systèmes embarqués. Donc la grande force, c'est que RISC-V est ouvert et gratuit pour tous. Donc ça suscite évidemment énormément d'intérêt. Les parts de marché devraient augmenter assez vite, et d'ailleurs elles ne sont pas de zéro, hein. Il y a quand même 3 milliards de puces en RISC-V qui auraient été vendues en 2021. Alors, vous me direz, c'est pas grand-chose par rapport aux 1150 milliards de puces qui ont été vendues l'an dernier. Tu parlais pour la planète. Voilà, c'est 1150 milliards de puces vendues en 2021. Bon. RISC-V est une architecture jeune, donc il nécessite aussi encore pas mal de fonds et du temps pour se perfectionner et évoluer. Et justement, Intel a annoncé qu'il va la soutenir avec 1 milliard d'investissements, qui permettra d'ajuster la fabrication dans ses usines aussi de ce genre de trucs. Alors, par exemple, il y a des boîtes comme SiFive, qui eux designent des puces, mais qui n'ont pas d'usine, qui pourraient travailler avec les fonderies Intel pour mettre au point et optimiser les processeurs. Donc c'est ce que font Nvidia et Apple avec TSMC par exemple. Bon, Intel évidemment veut devenir comme TSMC, c'est-à-dire fabriquer non seulement pour lui, pour des puces Intel, mais aussi des puces d'autres marques, comme SiFive par exemple. Donc en investissant 1 milliard pour le RISC-V, et en fait Intel essaye de sécuriser une expertise et des clients sur le marché des puces ultra mobiles et ultra faible consommation. Parce que les RISC-V ne sont pas assez puissants pour le moment, en tout cas pour faire tourner des Galaxy S22, des PC encore moins. Mais ils peuvent largement mettre la pression sur ARM sur la très faible consommation et le très faible prix. Et en devenant le fabricant et le partenaire des constructeurs RISC-V, Intel veut sécuriser un segment de marché énorme, celui des puces pour embarquer, pour l'Internet des objets, etc. Et ça ne cannibalise absolument pas son propre marché, qui est celui des puces PC, serveurs globalement. Donc qui sont énormément plus puissantes, mais qui consomment aussi énormément plus. Donc RISC-V, c'est une architecture qui monte dans le edge computing, on va dire. Intel met la pression sur ARM, du coup, sur le segment basse consommation, et avec ses propres puces, il est aussi en concurrence sur la haute performance. Donc voilà, parce que ARM se fait un trou chaque année un petit peu plus gros sur le marché des serveurs. Du coup, Intel essaie de prendre ARM en tenaille. Alors que celui-ci est un moment un petit peu compliqué, puisque son propriétaire, qui est SoftBank, cherche à le vendre pour récupérer un maximum de pognon après le désastre WeWork. Donc avec le désistement de Nvidia, il y a une certaine incertitude un petit peu sur l'avenir de ARM. Donc rien n'indique qu'ils sont en danger mortel, c'est pas ce que j'ai dit, mais Intel tente un coup malin qui pourrait, ou non, ça va dépendre quand même, lui donner un avantage décisif. Parce que l'enjeu est vraiment important, et 1 milliard finalement c'est pas si énorme. Vas-y. Ouais, non, mais c'est parce que ça reste encore quand même un peu compliqué pour Intel. Alors je sais pas qu'ils vont mourir ou quoi, mais c'est au-delà du trou qu'a fait ARM dans la mobilité et dans lequel Intel a pas réussi à s'intégrer. Au cours des dernières années ou des derniers mois, on a carrément vu ARM, et en dehors du monde des serveurs, effectivement, dans lequel ils gagnent des parts de marché, il y a aussi même le monde du PC. ARM sur côté Windows, c'est pas encore ça. Mais tout ce qui est Chromebook et surtout, bien sûr, l'éléphant dans la pièce, comme tu dis, les MacBook, Apple, c'est ARM aussi, et on sent bien qu'il y a un potentiel de croissance quand même qui est assez fort. Et donc c'est autant de marchés sur lequel Intel va devoir faire marche arrière un peu, va devoir laisser céder du terrain à ARM. Donc c'est plutôt ingénieux d'aller chercher dans ce qui est historiquement, du coup, c'est le marché historique de ARM, parce qu'avant bien avant les smartphones et les téléphones portables, ARM c'était le géant de l'aviation, de l'embarqué, vraiment les puces embarquées quoi. Donc, ouais, t'as complètement raison. C'est vrai qu'en plus, j'ai parlé des serveurs, mais effectivement, ils sont de plus en plus, ARM est aussi de plus en plus dans les ordinateurs grand public, type PC, quoi, et c'est vrai que c'est même la Switch, par exemple, souci pour même Intel. la Switch, c'est une console ARM, quoi. Complètement. C'est Nvidia qui licence du ARM. Donc, ouais, il y a vraiment
Enfin, il y a vraiment une concurrence sur plein de fronts différents, et donc effectivement, il y a eu des enjeux stratégiques qui sont vraiment, vraiment intéressants, je trouve, et donc pour Intel et pour AMD aussi, en fait, dans une autre mesure, hein, on parle toujours de gros pognon avec les puces AMD cette fois qui finalisent, donc c'était déjà commencé, mais ça finalise une acquisition qui est beaucoup moins médiatisée, donc celle avortée de Nvidia et ARM, c'est celle de Xilinx. Donc Xilinx, c'est peut-être un truc que vous connaissez, c'est pas une marque extrêmement connue du grand public du coup. C'est une acquisition qui est quand même estimée à 50 milliards de dollars, qui est toute en action, hein, donc c'est pas négligeable quand même. Et c'est un deal qui est stratégiquement vraiment majeur pour AMD, parce que Xilinx, il est beaucoup moins connu qu'ARM, mais c'est une boîte qui conçoit énormément de circuits intégrés très très courants, de puces très courantes dans la vie. Parce que dans la vie, justement, il n'y a pas que les CPU. Voilà, nos processeurs, les Core machin ou Ryzen truc. Hein. Il y a aussi des puces plus modestes. Voilà, des puces industrieuses, tu vois, qui sont très spécialisées, qui font leur boulot spécifique en silence, et on les remarque qu'elles sont en panne en gros. Donc c'est des puces qui n'ont pas la versatilité des processeurs, mais elles sont très utiles parce que si elles font qu'un seul boulot, ben elles le font beaucoup mieux en général qu'une puce polyvalente. Donc ces puces, c'est les ASIC, pour Application Specific Integrated Circuit, mais il y a aussi des puces polymorphes, des puces qui peuvent se transformer en un ASIC particulier, et puis se retransformer en volonté selon les besoins, c'est les FPGA, c'est les Field Programmable Gate Arrays, et c'est même Xilinx qui les a inventés, ces FPGA. Donc il est même spécialisé là-dedans. Donc c'est une vieille boîte, hein, elle a été fondée par des anciennes Zilog. Donc ces puces-là, qui sont un peu auxiliaires quelque part aux processeurs centraux, elles sont extrêmement courantes et utiles évidemment, elles sont absolument partout. Et c'est la spécialité de Xilinx. Donc ce sera un marché potentiel de 135 milliards de dollars. Donc en l'achetant, AMD devient un vendeur de CPU, de GPU aussi, évidemment, comme d'habitude, mais d'ASIC et de FPGA. Et de tous les intermédiaires, c'est-à-dire de tous les puces customisées qui pourraient avoir une partie CPU, une partie ASIC particulière, tu vois, des systèmes sur puces avec des blocs spécifiques ou des blocs reprogrammables, selon un usage pour un usage particulier. Donc il devient un peu expert dans tout le spectre, quelque part. Et bon, évidemment, comme dans tous les comics, donc Xilinx avait un rival qui s'appelle Altera. Altera rejoint l'équipe bleue, donc il a été acheté par Intel en 2015. Et donc l'équipe rouge, qui est l'équipe AMD Xilinx, ben voilà, du coup elle peut mieux lutter contre l'équipe bleue qui est Intel Altera. Après cette acquisition qui arrive donc à un moment fast par contre pour AMD. Bon, la procédure avait commencé en 2020, mais c'est vrai que là AMD a beaucoup de fric en ce moment, donc c'est parfait. Et les premiers produits pourront arriver d'ailleurs dès l'an prochain. On ne sait pas du coup ce que ça sera, ça pourrait être des épis customisés ou autres, mais c'est stratégiquement très significatif aussi. Si je me trompe pas, Xilinx par exemple, ils font des contrôleurs de SSD pour entreprise. Par exemple. Donc, c'est ce genre de puce qui est pas, pour expliquer qui est pas un processeur effectivement, mais qui est une puce qu'on va retrouver sur un produit qu'on va intégrer à une machine et qui va être très dédié à une tâche, mais qui est forcément très importante, quoi. Ouais. On peut penser à une puce qui décode de la vidéo, par exemple, en temps réel, qui peuvent décoder plusieurs flux vidéo en temps réel, parce qu'elle fait que ça, tu vois, on peut penser à plein de trucs. Et les FPGA, c'est quelque chose qui est très très utilisé dans le cloud, il me semble, de la part de Google et Microsoft notamment, pour des travaux, je sais plus si c'était pour leurs travaux sur l'IA. Ouais, parce qu'en fait, il faut voir effectivement qu'une puce polyvalente, elle fait un travail raisonnablement bien. Mais si tu prends un FPGA que tu programmes en hard, hein, c'est-à-dire que tu la transformes en une puce qui fait exactement et uniquement ce travail-là, que tu l'optimises, elle va le faire plus vite. Et tu pourras par contre la modifier après si ton travail change. Donc ça, c'est quand même appréciable. Un FPGA ira un peu moins vite qu'un ASIC équivalent, par exemple, qui sera vraiment gravé en dur pour ça. Mais si tu veux, il y a vraiment une gradation entre la puce polyvalente, le FPGA qu'on design, qu'on optimise pour une tâche, et l'ASIC qui est ultra optimisé, mais que du coup tu peux plus toucher, tu peux plus modifier, tu vois. Donc effectivement, si tu as des boulots spécifiques, mais que tu as quand même envie d'avoir une certaine liberté quand même, une certaine marge de manœuvre, le FPGA est idéal. Je pense que c'est ce que tu voulais dire avec, hein, effectivement, je pense. Oui, et puis après, faut se souvenir que après ça dépend de chacun a sa propre radio préférée, mais on peut toujours trouver de la ZIC de qualité, quoi. C'est vrai. Effectivement, parfois il faut chercher, mais bon. Donc bon, écoute, si on peut conclure cette section un petit peu plus hardware avec une petite section mardi c'est pénurie, puisque voilà, une contamination chimique chez Kioxia et Western Digital. Non, mais vas-y,
Oui, bah il y a eu une contamination dans deux usines japonaises d'un fabricant de donc Kioxia que personne connaît, mais en gros c'est un fabricant de SSD qui appartient ou qui est partenaire de Western Digital pour la fabrication de SSD. Par exemple, c'est les SSD qu'on retrouve dans les produits Surface de Microsoft de mémoire. Bref, c'est des SSD de série, voilà, que les fabricants utilisent pour leurs produits. Et donc il y a eu deux contaminations. Donc il y a énormément donc c'est 6,5 exabytes de données, enfin de capacité de stockage qui ont été perdus dans l'affaire. Donc de 6,5 exabytes, c'est 6500 terabytes, teraoctets du coup. Non, c'est 6,5 millions de Oui, pardon, teraoctets, je oui. crois, non? Ah non, 6,5, non, attends, 6,5, oui, millions de Oui, c'est ça. teraoctets, oui, c'est ça. Puisqu'après, il y a les pétas, donc t'as hexa, péta, tera, donc c'est 6 millions de teraoctets. Tout à fait. Et donc, il risque d'avoir une petite flambée des prix. Moi, ça me rappelle, je sais pas si tu te souviens de l'inondation qui avait eu lieu, je crois que c'était il y a une dizaine d'années, en Asie également, qui avait freiné les usines de fabrication. Alors, à l'époque, c'était des disques durs. Ça a fait exploser le prix des disques durs pendant longtemps. Ouais, on avait eu des trucs un petit peu comme ça avec les RAM aussi. Ouais. Il faut voir que ces 6,5 millions de teraoctets, ça représente 27% de la production du trimestre, quand même. Ouais. Donc ouais, c'est des teras qui vont manquer, quoi. Et c'est tellement un flux tendu sur toute la production que, enfin, tu vires 27% de la production, c'est très compliqué. Ah oui, clairement. Là, les stocks ont baissé. Enfin, je veux dire, il y a plus que quelques jours de stock maintenant en général, en moyenne. Bon. Figurez-vous que 90% du néon utilisé dans l'industrie du semi-conducteur américain est produit en Ukraine. Et 35% du palladium est produit en Russie. Donc en fait, le néon très pur qu'ils utilisent, c'est un produit dérivé de la sidérurgie russe, et il est raffiné en Ukraine. Donc conclusion, on a peut-être des moyens de pression contre la Russie, mais il y en a aussi contre nous. Donc si ça part en couille en Ukraine, les prix vont exploser, et c'est encore des perturbations sérieuses qui s'ajouteront à une filière déjà tendue comme un string. Bon, c'est simple, les fabricants de wafers, donc ces grosses galettes de silicium sur lesquelles les puces sont gravées, elles sont bookées jusqu'en 2026. Si vous n'avez pas déjà réservé votre wafer en 300 mm, c'est, chez Sumco, c'est 4 ans de file d'attente. C'est à peine mieux pour les galettes de 150 et 200, mais c'est juste que Sumco prend pas les réservations à long terme. Bon, encore une raison d'essayer de prendre un peu d'indépendance sur la production des composants stratégiques. Alors, c'est pour ça que l'Europe se donne un plan plus. C'est vraiment ça, c'est le CHIPS Act. Donc, c'est 43 milliards d'euros, soit 48 milliards de dollars. C'est une belle somme, qui n'a pas à rougir d'ailleurs face au plan américain analogue de 52 milliards. Concrètement, on aura des aides publiques dans toute l'Europe pour aussi bien le public que le privé. Donc les facs qui travaillent sur le sujet par exemple, les boîtes et qui suivent des produits, etc. Et il y a 30 milliards qui seraient pour les industriels qui vont développer des capacités en Europe. Donc c'est un plan d'ampleur historique, je pense, parce que c'est quand même vraiment énorme. C'est un plan qui ne se fait pas contre Taïwan, mais avec Taïwan. Voilà, c'est une main tendue que présente Ursula von der Leyen à TSMC. Taïwan est mentionné comme partenaire possible, voire souhaitable d'ailleurs, de l'Union européenne. Alors l'Europe est consciente qu'il y a urgence, et financer ce plan va déjà pas être simple, pourtant on peut s'empêcher de se demander si même ces montants pharaoniques vont suffire vis-à-vis de Samsung et TSMC, ou si ça va faire quelque chose face à un truc qui est quand même extraordinairement mondialisé. Mais bon, est-ce que tu penses qu'on aura bientôt des méga factories en Europe, toi ? Honnêtement, alors pour le coup, je vais être l'optimiste de service, mais oui, je me rappelle que TSMC par exemple avait voulu faire monter des usines aux États-Unis, donc il y a une volonté effectivement de globaliser la production et de pas tout mettre en Asie, même de la part tu vois de TSMC ou de Taïwan. Donc c'est pas qu'à sens unique, et puis oui, pour le coup. Je suis toujours un peu, refroidi quand je vois, par exemple, l'Union européenne ou la France dire on va faire le Google, tu vois, le Google français, on va injecter des millions pour faire le Google français, 20 ans après Google. Là, en général, c'est casse-gueule. Là, par contre, ça me semble beaucoup plus intelligent dans le cas des puces, dans le sens où c'est un savoir-faire qu'on peut, je pense, c'est pas un produit qui touche directement le grand public, c'est un savoir-faire qu'on peut, à force d'investissement, peut-être réussir justement à remettre en branle pour réussir à effectivement fabriquer plus localement.
Et enfin pour moi je pense qu'il y a une vraie possibilité. C'est pas comme si il fallait tu vois concevoir si on allait, c'est pas comme si on disait on va créer un concurrent d'Intel, tu vois, ou d'AMD, et genre demain les cartes graphiques seront françaises parce qu'on aura inventé le GPU qui sont les cartes graphiques. La fabrication me semble plus simple, même si c'est des procédés très sophistiqués et de pointe. Hein. Ça me paraît quelque chose de quand même plus simple à mettre en place à coup d'investissement que l'invention même du processeur ou du GPU, quoi. Non, mais t'as complètement raison. Ça peut aider en fait sur certains segments, je pense surtout. Après, sur le très haut de gamme, sur Oui. plus les de capacité. Je pense pas qu'on aura une usine de 3 nanomètres en Europe. Voilà, ça va être compliqué. Du jour au lendemain. Voilà. Mais par contre, on voit en plus que c'est par génération et que au moment où Samsung, tu vois, t'annonce des Galaxy S22 je sais pas, en 5 ou 8 nanomètres, je sais plus où ils en sont. Ça doit être du 5 nanomètres, je pense, là sur le la S22, il disait 4. Hein. Il disait c'est du 4. Voilà. Mais pendant ce temps-là, il y a tous les Xiaomi et compagnie, c'est encore du 10 nanomètres, parfois du 12 nanomètres. Donc il y a aussi ce côté générationnel qui fait qu'on peut être les usines du milieu de gamme. C'est pas très grave non plus, et ça, au moins ça permet de ramener aussi, quand même. C'est utile aussi, voilà. Complètement. Non, mais t'as raison. Je pense de toute façon que c'est hyper utile et que c'est une excellente initiative. Voilà. Mais comme tu dis, je pense qu'il faut vraiment se dire que c'est pour rattraper un retard, voilà, sur certaines gammes et pas forcément, effectivement, voilà, pour concurrencer Intel tout de suite, quoi. Parce que ça, par contre, ça va être plus compliqué. Oui. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Je pense qu'on a quand même pas mal parlé de tous ces sujets. Est-ce qu'il serait pas temps de prendre une petite pause pour se détendre un petit peu en parlant de jeux vidéo, franchement. C'est le moment, non ? C'est parfaitement le moment. C'est parfaitement le moment, surtout qu'il y a eu un Nintendo Direct. Alors, je sais pas, qu'est-ce qui t'a plu, toi ? Le Super Mario Kart, le Super Mario, le Wii Sports, je veux dire, le Mario Strikers, le No Man's Sky, le nouveau Kirby. Il y a quand même pas mal de trucs, hein. Ah bah c'est Portal évidemment qui m'a le plus hypé. Je pensais pas en 2022 revoir Portal dans un événement public sur le jeu vidéo dans une conférence. Je t'avoue que ça m'a un peu choqué. Alors blague à part, juste petit point intéressant, il est développé par Nvidia, je trouvais ça marrant. En réalité, ça s'explique assez facilement dans le fait que c'est probablement un portage. Enfin, c'est même sûr que c'est un portage de la version Switch Shield, pardon. Qui avait déjà été développé pour Android sur la Nvidia Shield. Il y a plusieurs jeux comme ça de l'époque. The Witcher 3 en était un autre. Il y a plusieurs gros jeux de l'époque qui avaient été développés au lancement de la Shield par Nvidia. Et je pense qu'ils ont remis Nvidia au boulot juste pour faire le portage Switch, du coup, qui va être à mon avis très simple. Mais bon, blague à part sur ce parenthèse refermée, le Nintendo Direct, je sais où tu veux aller avec ce commentaire sur le Nintendo Direct, et je suis assez d'accord. Mais je dirais quand même que c'était un bon Nintendo Direct parce que oui, il y avait des trucs sympas, franchement. Alors il y avait des trucs sympas, et puis surtout c'est le calendrier de Nintendo pour l'année 2022 est quand même très très riche. Je trouve ça presque... Je pense honnêtement qu'ils avaient prévu de lancer une console plus ambitieuse que la Switch OLED. Tu te souviens bien sûr qu'il y avait eu des rumeurs d'une Switch entre guillemets pro. Moi, le line-up que je vois là pour le calendrier 2022 que Nintendo a présenté, c'est vraiment un calendrier qui est censé accompagner une nouvelle console, quoi. Il y a le nouveau Mario, il y a le nouveau Zelda, il y a même des nouveautés pour Mario Kart. Il y a un Kirby, il y a d'ailleurs, j'avais vu des internautes s'amuser un peu du fait que c'est presque le même line-up qu'en 2017 finalement. Il y a un nouveau Zelda. Il y a Breath of the Wild 2, oui, qui doit sortir cette année. Ah, qui doit sortir cette année, oui. Mais non, oui, il n'était pas dans ce direct-là, mais je veux dire, oui. le Nintendo Direct a balayé tout le premier semestre et a rajouté même, comment ça s'appelle, Xenoblade 3. Oui, une surprise d'ailleurs. Moi, c'est surprise. Pour la rentrée de septembre. Donc, quasiment tous les mois, il y a un jeu Nintendo un peu important quand même qui sort. Donc ça fait un gros calendrier. Si j'avais un seul jeu que je devais retenir, ce serait Kirby, moi, qui m'intéresse parce que j'aime beaucoup Kirby. Et j'aime. Et apparemment, il s'inspire de Mario Odyssey, qui est qui est un de mes jeux préférés sur Switch. Donc c'est celui sur lequel je serai le plus curieux. Je te laisse dérouler sur la critique avec laquelle je pense que je vais être assez d'accord. Oui, non, mais tu as raison. Il y a eu des trucs vraiment marrants. Enfin, genre, par exemple, Kirby, effectivement, elle a l'air très sympa. Il y a Xenoblade 3, moi, c'est une surprise et c'est vrai que je suis plutôt client, donc moi, ça me dit bien.
Bon, après, Project Rhino Triangle aussi, d'ailleurs, ça me dit bien, mais c'est pas vraiment une nouveauté. Et tu parles des portages. Tu parles des portages, il y a un truc, moi, qui m'a vraiment, pour le coup, qui m'a vraiment mis sur le cul. No Man's Sky va sortir sur Switch. Ouais. Je veux dire, techniquement, No Man's Sky, c'est du tout procédural, donc ça tape un max sur le CPU, le GPU autant, quoi. Donc, bah, je veux dire, No Man's Sky sur Switch, c'est un petit peu comme déménager un 150 mètres carrés avec une Twingo, quoi, tu vois. T'as envie de voir les gens essayer, mais ça peut mal se passer, je sais pas. Parce que, alors, on me dira, ouais, The Witcher, c'était déjà impressionnant, c'est vrai, mais surtout visuellement, tu vois. La partie graphique, il a fallu optimiser, parce que bon, après, le reste, c'est assez fixe, quoi. La Switch, elle a un tout petit CPU, et No Man's Sky, il affiche pas mal de trucs, mais en plus, il doit calculer énormément de choses à la volée pour tout. Le terrain, les végétaux, les animaux. Et puis, c'est pas des cubes à la Minecraft où tu vois pas très loin. Sur la Switch, tu vois pas très loin dans Minecraft. Hein. Là, tu vois très très loin, charger planète Seamless. Bon, ça me paraît être un sacré challenge. Enfin, il y a deux autres problèmes que tu évoques pas, c'est le stockage. Parce que No Man's Sky, par exemple, a été quand même énormément mis à jour. Donc, je sais pas quelle taille fait le jeu aujourd'hui. Mais on sait que les jeux Switch, plus ça va, plus c'est compliqué de les stocker sur la cartouche parce que les cartouches font que, je crois, 32 Go au maximum, les plus chers. Et c'est un vrai casse-tête pour les développeurs de faire rentrer le jeu sur une cartouche. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus aussi de jeux qui tournent en cloud. C'est pas qu'une question de performance. C'est aussi que du coup tu déportes le stockage. Et l'autre problème, il est lié directement au stockage, c'est la décompression des données. Les temps de chargement sur Switch sont de plus en plus longs à mesure qu'il y a des jeux un peu sophistiqués qui sortent dessus. Et j'ai très peur de No Man's Sky dans le côté quand tu vas charger ta partie ou que tu vas vouloir changer de planète, notamment les systèmes de téléportation. Je suis très curieux du temps que ça va mettre pour changer d'une planète à une autre. Mais ouais, mais moi aussi, je suis vraiment curieux de voir No Man's Sky sur Switch. Pourtant, bon, honnêtement, il y a eu Crysis sur Switch qui est pas si dégueulasse, Witcher 3 qui est même carrément très bien, donc enfin, disons, eu égard à la puissance de la machine, donc c'est vraiment, c'est vraiment intéressant, quoi. Mais bon, oui, vas-y, oui, pardon. Oui, et puis non, mais c'était le Nintendo Direct de l'absence de créativité. Je pense qu'il n'y a pas eu une seule nouvelle licence de présenter, quasiment. Alors ça, je crois aucune. Il y a eu quand même il y a quand même, quand je dis, bon, recyclage, bon, je parlais évidemment des circuits de Mario Kart, où bon, voilà, on n'arrête plus. Mario Kart 8, je veux dire, s'il est juste immortel, quoi, tu vois, il n'y aura jamais de Mario Kart 9, ça sert à rien, ils vont chercher, ils raclent tous les fonds de tiroir possibles pour trouver tous les trucs possibles et te les faire payer, quoi. C'est même les trucs du téléphone mobile maintenant, carrément, de la version de téléphone mobile, quoi. Et ça se voit. Oui, en plus, ça se voit à la gueule des circuits. Ah ouais, c'est un peu déconné. Enfin, je sais pas, je trouve ça un petit peu chiche. Et bon, oui, effectivement, il y a Strikers, il y a Wii Sport qui revient, il y a Advance Wars, il y a Fire Emblem Warriors qui revient, mais en format Three Houses. Bon. Ouais. Au mieux, c'est des suites. Au pire, c'est des remasters ou des remakes, ou des portages. Enfin, j'avoue que Wii Sport, le retour de Wii Sport, donc qui s'appelle maintenant Nintendo Switch Sport, où ils vont jusqu'à recycler la sangle du Ring Fit pour vraiment optimiser les lignes de production. Enfin, la rentabilité chez Nintendo, c'est important. C'est un savoir-faire, hein, quand même. Ah, c'est fou. Écoute, bon, je suis un petit peu méchant, mais enfin, vous comprendrez que des fois, ils se tendent un petit peu le bâton aussi pour se faire battre. Mais bon, si on parle de trucs qui ressortent, il y a quand même un énorme truc qui va ressortir, et beaucoup mieux, peut-être qui va faire oublier un petit peu sa sortie chaotique, c'est Cyberpunk 2077. Oui, oui, qui a eu le droit. Enfin, ils ont teasé quelques jours à l'avance une présentation, donc il y a eu lieu aujourd'hui au moment où on enregistre, et ils ont annoncé le patch 1.5, je crois, c'est son nom, sur PC, qui amène pas mal de choses, et surtout, il est accompagné de la nouvelle sortie du jeu sur Xbox Series X, Series S, et sur PlayStation 5, donc sur les consoles de nouvelle génération. On est donc en 2022, les consoles sont sur leur deuxième année, et Cyberpunk, un jeu qui devait à l'origine sortir en 2019-2020, avant d'avoir été repoussé plusieurs fois, arrive enfin en version next-gen, et c'est compliqué parce que c'est très compliqué comme jeu parce que plus il retardait sa version next-gen, plus il arrivait en concurrence avec des titres vraiment next-gen, c'est-à-dire typiquement Horizon Forbidden West qui vient tout juste de avoir ses tests et qui s'apprête à sortir, et qui est un open world qui a pourtant encore pensé pour l'ancienne génération à la base, hein, puisqu'il sort aussi sur PlayStation 4, mais il a vraiment en tout cas la claque graphique de la next-gen.
Et Cyberpunk, malheureusement, alors ils ont a priori, ils ont quand même corrigé beaucoup de systèmes, mais la démonstration qu'ils en ont faite, c'est encore des rues assez vides. C'est une boîte de nuit où le personnage, là je parle vraiment de la démonstration qu'ils en ont faite en direct, donc qui est censé présenter le jeu sous son meilleur jour possible. C'est une boîte de nuit dans lequel, ou dans la deuxième partie de la démo, on voit les gens avoir complètement aucune animation en fait. C'est-à-dire que vraiment ils passent dans une boîte de nuit où il y a une dizaine de PNJ qui sont tout droits, comme des piquets, et qui juste ne bougent pas. Parce que je crois que le personnage à ce moment-là a coupé via un système de hacking la musique du club. En tout cas, il n'y avait pas la musique et du coup les personnages ne dansent plus, ils sont tous tout droits et ils ne bougent pas, ils font rien. C'est ce genre de choses qui arrivent, ou des PNJ qui se font assassiner, qui du coup dont le cadavre un peu gigote, enfin se sursaute et gigote. Ce genre de bug qu'on retrouve dans des open world un peu classiques. Mais qui font encore peine à voir quand on est quand le jeu est censé être sorti depuis 2 ans et quand t'es encore dans de la correction de problèmes et de bugs. Et puis le souci, c'est aussi que moi j'avais testé, j'y avais joué un peu sur PC. Alors c'était à un moment où même sur PC ça ramait, c'était pas forcément très bien optimisé. Mais le souci aussi du jeu, c'est que derrière l'aspect technique qui avait fait beaucoup parler, il y a aussi un jeu qui a quand même pas mal de défauts, alors qu'il y a plus hein, certains. Je veux pas du coup trop cracher dans la soupe, mais qui a aussi son lot de défauts, où tu sens qu'ils ont dû où ils ont dû couper un peu dans des coins pour que ça passe, dans des scénarios, dans des missions qui deviennent un peu plus linéaires et un peu moins RPG comme ce qui avait été prévu à la base. Et ça, malheureusement, ce sera jamais vraiment corrigé, quoi. Donc bon. Ouais, moi je pensais effectivement qu'avec la ressortie et les corrections, ça deviendrait un jeu qui peut-être deviendra un classique aussi, comme Witcher 3, qui a été très très buggé aussi à sa sortie quand même. Donc je sais pas, à voir, mais c'est vrai malheureusement, j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à en prendre ce chemin. On verra avec les DLC quand ils rajouteront, quand ils arrêteront d'être dans l'extinction de l'incendie et qu'ils passeront dans l'ajout de contenu. Ouais, c'est ça. Qui pourra peut-être justement donner une meilleure couleur au jeu, mais j'ai l'impression que pour l'instant, après, il faudra attendre les tests. Là, le patch vient de sortir, faudra attendre un peu des tests pour être vraiment fixé. Mais le patch de 50 gigas, c'est ça? Ouais. Ok. Non, mais écoute, non, mais bon, on verra. Moi, j'ai toujours envie d'y croire, en tout cas. Je suis comme ça, tu vois. Des fois, je peux être un petit peu optimiste aussi. Et bon, voilà, c'est sur cet optimisme qu'on va peut-être conclure le podcast, qui est un beau podcast déjà. Donc voilà, merci à tous de l'avoir écouté jusque-là. Donc n'hésitez pas à venir dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sur le site techcafé.fr ou encore sur le serveur Discord de TechCafé. Vous défendre le métavers, les NFT et Cyberpunk, évidemment. Ah bah évidemment, on prend tous les sujets bien sûr, il n'y a aucun souci, donc n'oubliez pas d'ailleurs de mettre des étoiles aussi, des étoiles plein partout, sur toutes les plateformes où on peut mettre des étoiles, toutes. Donc merci énormément beaucoup aussi évidemment à toi d'être venu pour ce tête-à-tête, Cassim, c'est toujours un immense plaisir, mais non, c'est vrai, et c'est pour prolonger ce plaisir, pour retenir cet instant, pour suspendre cette plénitude, comment on fait, comment on te retrouve? On me retrouve sur Frandroid où j'écris toujours autant et sur Twitter. Alors si vous voulez vraiment cette humeur acerbe, vous pouvez me retrouver sur Twitter @notcassim. NOTCA2SIM. Bon, écoute, très très bien. Moi je suis Guillaume Pogespala, je suis sûr que vous me retrouverez dans un autre épisode de Tech Café la semaine prochaine et peut-être même avant, allez savoir. D'ici là, ciao. Ciao.